Je gagnai l'orifice de notre cachette et me laissai couler dans l'eau. Là, activant les circuits implantés dans mon bras, j'appelai le Waganaga. Quelques instants plus tard, je sus que ma série d'impulsions avait atteint son but. Mon sonar dessinait la forme précise, magnifique, du gigantesque céphalopode. L'image que me renvoyait le capteur disséminé sur ma peau s'imprimait dans ma tête tandis qu'approchait la créature. Et comme chaque fois, je restais ébloui par la beauté de sa danse d'approche. Enfin, il fut là, le roi des mers aux 40 bras. Je le saluai avec la séquence des sons rituels pendant qu'il effleurait mon corps de ses immenses doigts effilés. Je frissonnais de plaisir en voyant le manteau de la créature s'embraser, comme sous l'effet d'un soleil intérieur, et me dédiai le spectacle précieux de l'amitié, ruissellement d'or traversé de décharges azurées. Les tourbillons dus à l'immersion de la ville s'accentuaient. Je devais lutter pour m'écarter du socle en écume hérissé de coquillages. J'ai informé brièvement le Waganaga de la présence d'Isagar et de ses conséquences, puis je passai la tête dans notre refuge et pressai la fuyarde de me rejoindre. Cette altère doit être simple d'esprit, grinça-t-elle en levant les yeux au ciel. Il s'imagine que je peux nager entre deux eaux. Je compris qu'elle savait que j'allais la contraindre à quitter son abri et qu'elle persiflait pour cacher sa terreur. Nous resterons à la surface. À la surface, les vagues vont me tuer. Je ne crois pas. Si tu es calme, le Waganaga t'acceptera en plus de moi sur son manteau. Alors nous chevaucherons les vagues au lieu d'en être le jouet. Un Waganaga, hurla-t-elle, tandis que, verrouillant ses chevilles, je la tirai dans l'eau jusqu'à mi-corps. Venant à mon aide, le céphalopode emprisonna les jambes d'Isagar dans son étreinte tentaculaire. Je me hissai derrière elle, plaquai ma main contre sa bouche afin d'étouffer ses cris. L'adjurai de ne pas me forcer à user de violence pour lui faire lâcher prise. Éloigne ce monstre, sanglota-t-elle quand j'eus libéré ses lèvres. Le Waganaga est notre ami. Tu n'as rien à craindre. Maintenant, je te conseille de respirer un grand coup. Vaincue, elle prit une profonde inspiration et, captant mon signal, le céphalopode nous entraîna vers les profondeurs océanes. Quelques instants plus tard, nous avions échappé à l'emprise de la ville et nous émergions à l'air libre. Les juments Maskelyne et Marduk se poursuivaient à l'horizon. L'ellipse de leur course éternelle les approcherait bientôt assez près d'Arianerhot pour libérer les forces des marées. Frappée de stupeur au spectacle de nos deux satellites, dont elle n'avait jamais contemplé qu'en image le parcours nocturne, Isagar écarquillait les yeux. D'un ton rêveur, elle se mit à scander. La belle Maskelyne au voile irisé fuit le sombre Marduk qui veut la posséder. Elle fuit au firmament le visage grêlé du frère minéral issu de l'incré, qu'elle consentit à se montrer émerveillée, me la rendit plus proche. J'enchaînai en souriant. Légère et prismatique lumineuse, un violet narguant le dieu hanté au crâne, fissuré, elle va négligeant les tempêtes que le flouet, trop passionné, déchaîne sans jamais l'enchaîner. Le manteau du Waganaga s'incendia brièvement. Et mis en alerte, je repérai la muraille liquide qui se ruait vers nous du fond de l'Occident. J'expliquai en hâte à Isagar comment ancrer ses mains dans les plis du manteau cornu de notre hôte. Tirai ensuite sur ses bras pour éprouver sa résistance, décidé qu'il n'y avait pas lieu d'en être satisfait, et me couchai en travers de son corps. Puis la lame nous saisit. Inerte, le Waganaga se laissait emporter vers le haut. À l'instant où, presque au sommet, nous allions décoller du profil de la vague et nous abîmer 100 pieds plus bas, le Waganaga fuit à l'eau de ses tentacules et en traversa la crête écumeuse. Ensuite, il se maintint sur la nuque de monstre liquide et je ne pus retenir un cri barbare de victoire tant cette folle chevauchée me grisait. Isagar dominait sa terreur. Elle partagea bientôt mon ivresse au point de se risquer debout à mon côté sur le dos du Waganaga,
mais elle manquait d'équilibre, et soucieux de ramener avec moi la preuve qui justifiait l'échec de ma mission, je préférais m'asseoir, comme je l'avais pressenti. Isagar m'imita aussitôt. Je n'aurais jamais imaginé, commença-t-elle. Elle s'arrêta net, sourcils froncés, euh, contrariée de se surprendre en flagrant délit d'enthousiasme. Imaginez quoi, l'encourageai-je. Ce monstre est magnifique, grommela-t-elle à contre-cœur. Traite-tu de monstres tous ceux qui diffèrent de toi? Dis-tu par exemple ces monstres de transformés? Jaël, tu es injuste. Un océanide n'est pas effrayant comme un Waganaga. Est effrayant ce qu'on ne connaît pas. Tu as raison, admit-elle. Maintenant que je n'en ai plus peur, j'aimerais bien prendre un de ces animaux pour monture. Cette balade est fabuleuse. Je le dévisageai incrédule et compris qu'il n'en était pas de provocation dans son propos. Le kraken m'étouffe, explosai-je. Que t'a-t-on appris sur Taranis? Les Waganaga, des animaux, cette race infiniment plus ancienne et sage que la nôtre, ces créatures multimillénaires qui ont accepté de partager leur planète avec nous. Ils avaient le choix peut-être, lança Isagar, acide. Où sont leurs armes, leurs constructions, leurs écrits? Pourquoi se restreindre à un habitacle quand l'océan tout entier vous est ouvert? Quel besoin d'armes si on n'a pas d'ennemis? Quant aux écrits, vidéographiques ou autres, ils servent à communiquer. Alors apprends ceci. Où qu'il se trouve sur Arianrod, un Waganaga communique avec la totalité des siens. Toute expérience est immédiatement connue, enregistrée, partagée. Ce serait pratique si c'était vrai, mais c'est invérifiable. Oh que si! Les Waganaga nous tiennent informés de vos pillages à l'instant même où vous les commettez, d'un bout à l'autre, d'Arianerhot. Comment crois-tu que nous sommes arrivés si vite sur les sites que vous aviez décidé d'exploiter sans nous? Gentiment prévenu par un message SATCOM. C'était donc ça, s'exclama-t-elle. Raksasa s'arrachait les cheveux. Il cherchait un traître dans nos rangs. Raksasa jouait la comédie. Il n'ignore rien des capacités des Waga. Affirmer qu'ils nous sont inférieurs permet de ne tenir aucun compte de leurs avis. Isagar me tourna le dos. C'est elle que j'attaquais à travers son oncle. Sa mauvaise humeur était compréhensible et je n'insistais pas. Peu avant l'aube, tandis que la mer se calmait, une brusque fluorescence de notre hôte m'avertit d'un nouveau danger. Un vol de dardares fondit sur nous. Je me jetai à plat ventre, terrifié, plaquant Isagar sur le manteau du Waganaga. Celui-ci s'enfonça aussitôt sous la surface pour échapper aux oiseaux géants. Les dardares n'hésiteraient pas à plonger, mais dans l'eau, ils seraient moins précis et plus vulnérables. Le céphalopode gagnait les profondeurs en décrivant des spirales. Je maintenais à grand-peine Isagar qui commençait à se débattre. Un bec denté et raflamant d'eau, le dardare était passé très près, beaucoup trop près. Je vis la forme sombre d'un oiseau s'abîmer devant moi et devinai deux autres à ma droite. Alors, les 40 bras du roi des mers m'offrirent le spectacle d'une danse meurtrière. 3 de nos agresseurs avaient été interceptés. Ce fut un balai bref et terrible, un tournoiement mortel de tentacules et d'ailes emmêlées. Quelques instants plus tard, nous refaisions surface, juste à temps pour Isagar, à qui j'avais dû insuffler de l'oxygène. Les corps broyés des dardares émergèrent à leur tour et leurs congénères survivants se ruèrent sur eux. Je les regardais se disputer les restes dans un tourbillon de plumes et d'atroces criaillements. Puis, autant hébété qu'écœuré, je m'affalai sur le dos du céphalopode. Un jeune dardare, écarté de la curée, nous survola sans oser repartir à l'attaque, et je méditais sur la puissance terrible des bras tentaculaires qui savaient être si doux. Tant de violence m'avait rendu amer, hélas. L'Ouaganaga dut le sentir, car son épiderme se mit à diffuser les couleurs tendres de l'arc-en-ciel, ce qui m'apaisa aussitôt et provoqua l'émerveillement d'Isagar. Il te parle, n'est-ce pas? Demanda-t-elle sans cacher son admiration. Oui, mais c'est un peu plus qu'un langage. À l'origine, quand un Waganaga s'exprimait ainsi, c'était pure poésie. Il s'offrait en spectacle aux siens, tel un tableau vivant. Pour se faire comprendre de nous, ils ont codifié ce moyen d'expression. Mais si le Waga a plus à te dire qu'une information utilitaire et précise, il parle à ton âme autant qu'à ton esprit.
Ce doit être très beau, murmura Isagar avec regret. Très. Dommage que les technos n'apprennent pas le langage des Wagas. Ils comprendraient comment notre planète, rebelle à toute domination, s'ouvre et se donne dès qu'on la pénètre en douceur. La colonisation feutrée, se moqua Isagar. La colonisation forcée te semble préférable? Adopter un monde à soi plutôt que s'adapter à lui? Stop, je reconnais ta supériorité de colonisateur. Et je t'envie, ton ami Waganaga. Elle me regardait d'un air malicieux, le visage illuminé par les teintes pastel qui irradiaient notre hôte, et mon agressivité s'évanouit. Le lever de sol, Atma, qui nimbait ses cheveux d'écarlate, lui conférait une beauté surnaturelle. Elle rompit l'enchantement dans un éclat de rire. J'ai pris conscience que je la contemplais bouche bée, que je devais avoir l'air tout à fait ridicule. Mortifié, je serrai mes lèvres et mes dents, déglutis ma salive et baissai la tête, non sans lui couler un regard en dessous. Mais elle avait cessé de m'accorder son attention. Penchée en avant, les mains amarrées au dos du Waganaga, elle mordillait sa lèvre inférieure avec perplexité. Le céphalopode avait abandonné sa propulsion par réaction et glissé sur son air. Nous avions atteint les sargasses. Il ne va pas s'empêtrer dans toutes ces algues sans qu'ils agarrent. Ragaillardi par son inquiétude, je lui adressai un sourire supérieur. Aucun risque, il connaît les passages. De fait, godillant habilement afin d'éviter les premiers massifs d'étal, le Waganaga ne tarda pas à trouver un chenal. Puis la pulsation qui gonflait et contractait rythmiquement son manteau recommença de nous bercer, tandis qu'il reprenait de la vitesse, enfilant sans se tromper au carrefour un couloir après l'autre. Comment s'y retrouve-t-il dans ce dédale? Je haussai les épaules, un geste évasif qui me dispensait de mentir. Le labyrinthe des voies d'eau desservant nos villages avait été conçu dans un but défensif. Je n'allais pas donner à une techno la clé des marqueurs qui balisaient le réseau et nous servaient de rail, ainsi qu'à nos alliés. Virgolandia, annonçai-je avec emphase, pour détourner son attention. Magnifiée par l'aurore qui enluminait d'un rose vif nos maisons d'écume au perché sur leur pilotis, ma cité venait d'apparaître à point nommé. J'essayai de la voir avec les yeux d'une étrangère et je la trouvais belle. Une sculpture en filigrane découpée sur le ciel, un entrelac de clochetons, de pignons et de pans aériens et graciles. Un espace empli de lignes rebelles à toute symétrie. Virgolandia, ma ville, sans cesse combattue, jamais vaincue. Et moi, comment me voyait Isagar? Que voyait-elle derrière le maillot en bossu, orné de perles, qui dévoilait mon corps plus qu'il ne le cachait? Un être au corps lisse et nacré, au regard de mer profonde, doté d'un fascinant double système respiratoire, ou un monstre écailleux, affligé d'ouïes écœurantes de part et d'autre d'un coup trop long? Je me promis de trouver un jour le courage de poser la question, moins pour confirmation que pour mettre en difficulté la fille du hiérarque.